Aigle, bienvenue de la team de Maestro. Toujours un maestro. Maintenant, c'est Tokos Boy. Tokos Boy. Le diable, c'est un quoi? C'est un menteur. À mes côtés, toujours, mon copilote, mon mentor. Elle est maravilloso. Elle boit. En jeu, comment vas-tu? On va gâter l'émission. Non, tu n'as pas dit le pic. Le pic, c'est quoi? Le pic, c'est... Non. Je sens que... Je parlais respect. Je sens que... Le mentor, le conducteur de chambre. Elle est maravilloso. Elle boit. C'est ce que j'ai dit. Allez, je sens que ça va se gâter. Le diable, c'est quoi? Non, là, il faut laisser un peu de diable. Il faut laisser les diables. Allez, je vais très bien. J'ai passé un bon week-end. Là, je suis assis ici, prêt à décoller pour atterrir quelque part. Ok, comme l'aigle. Non, comme elle boit. À ses côtés du charme mort, un professeur, le transfert, le mécateur de charme du sud de la France, il est aussi en pique. Non, Bassam du sud. Ça, c'est Bassam du sud. Sud de Bassam. Le sud de Bassam. Il est aussi habillé. Il est aussi habillé en pique. Donc, il ne sait pas comment c'est passé, vous appelez pour savoir la couleur de ce soir. Hugo, yes, professeur. Yes. Comment vas-tu? Ah, mais on est là, écoute, qu'est-ce que tu veux? On est stylé. Okay. C'est comme ça, les Bassamois. Ok, autant pour moi. À ses côtés, l'épée samouraï, les katanas, les vrais coups de poing. Oli Lama! Chine. Oli Lama! Les jaloux. Lui et moi, on a un combat. Je ne peux pas spotter mon adversaire. Pas spotter son adversaire. Oli, le diable, c'est un quoi? C'est un grand menteur. Toujours en l'air. Jamais par terre. Aigle. Et Tokos Boy. Non, va bien? Ça va. Très bien. Ça va. Pourquoi tu veux que moi je spotte mon adversaire? Parce qu'on doit faire un combat. N'aie pas peur, ça va bien se passer. Elle boit. Je lui ai laissé la latitude de choisir la date. Hein. Ok. Voilà, comme je suis de mes forces, il choisit la date, il choisit le lieu. Et puis bon, on se prend. Je t'envoie les infos bientôt. Eh, professeur. Yes. Oli, Anijo, ce soir, on reçoit un invité spécial. Ah bon? Un grand sportif qui a battu des records, qui est né le 19 septembre 1913 à Boaké. Tu étais tout champion d'Afrique. Il a gagné la médaille d'or au JO du Brésil en 2016. Joga bonito. Tu dis ça? Pour moi, c'est beaucoup. Il est présent ce soir. On va l'accueillir, on va l'acclamer. Nous recevons Cheikh Cissé Salah. Super, content de te voir. Comment tu vas, Mario? Ça va bien? Super, content de te voir. Oui, Aigle. Comment tu vas? Voilà, Content de te voir. Ouais, moi, c'est plaisir. Super. Okay. Salut, ça va? Tranquille. Super. Il y a Oli qui est en blanc, un Polozo en blanc, un maestro Aigle en blanc, un professeur, il en pique, Mister El Bois, il en pique. Elle boit. Allez, Oui, il est là, il est à côté de moi. Ouais. Voilà, tous ceux qui parlent de l'autre côté là. Bon, je vous dis, c'est ça. Continuez de parler. Enfin, elle boit. Un 2 contre 2 tout à l'heure là. Pourquoi tu m'inclus à tes professeurs? Non, sérieusement. Faut qu'on fasse 2 contre 2. Oli, le fait de voir Cheikh, Non, mais c'est un là, plaisir. des trophées, des médailles, des JO en 2016, il a sa sortie Polozo de Rio de Janeiro. Mais ça vient d'où Polozo, là? Non, c'est un vieux petit quartier à Ipougo là-bas, grand sportif un peu. Ah non, c'est un grand sportif aussi, Ah, d'accord. qui n'a pas forcément peut-être Eu la carrière du grand frère. Je suis humble. Mais voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup boosté quand j'étais très jeune. Et puis bon, au fur et à mesure, Ah, d'accord. le nom est parti. Ah, d'accord. Le professeur, il est là, il est présent. On parlait directement de rebut, la fille du jour. Sa passion, c'est le taekwondo, une discipline sportive qu'il exerce pleinement comme métier depuis quelques années. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Cissé Cheikh Salah Junior, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a su tirer le meilleur profit en optant pour cet art martial venu tout droit de la Corée. L'enfant de Dar es Salaam, un quartier de Boaké, peut se féliciter d'avoir offert à la Côte d'Ivoire sa première médaille d'or olympique à Rio en 2016. En plus de cette breloque, il a ajouté fièrement à son cou celle de champion du monde en 2020.
2023 à Bakou et celle en argent remportée au JO de Paris 2024. À 31 ans, Cissé Sheikh Salah continue de préparer son après-carrière malgré sa belle trajectoire sur les tatamis. Depuis le 15 mars 2025, il est diplômé d'un master en Business Administration à l'école de commerce de Lyon, renforçant ainsi son engagement pour sa reconversion. Ce diplôme fait suite à son premier MBA qu'il a également décroché en 2022, lequel vient couronner une carrière sportive déjà exceptionnelle avec plusieurs titres gagnés à travers l'Afrique et le reste du monde. Meilleure taekwondoïne de l'année 2023, Cissé Sheikh Salah se positionne aujourd'hui comme une référence pour les jeunes aussi bien dans le domaine sportif qu'académique. En créant sa fondation, son objectif est désormais de transmettre le flambeau. Il sillonne pour cela les villes ivoiriennes afin de vendre le rêve de médailles olympiques aux plus jeunes. Son parcours force le respect et lui permet d'échanger avec les plus grands de ce monde. Chers téléspectateurs, Paul Ozo est le premier invité de la semaine de la team de Maestro. Waouh, 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 waouh. Je suis ému et fier. Au Blanc Vert, Rio 2016, après à Moscou 2017. Oui, oui. Comment s'est passée cette victoire-là? Je veux savoir au fond de toi. Faut savoir que je suis un jeune qui a beaucoup faim. Hein. Ouais. Depuis le bas âge, j'avais faim de devenir quelqu'un. Je ne savais pas quoi, mais bon. Sur la route, j'ai rencontré le taekwondo et bon, il fallait forcément m'imposer dans ce sport qui était nouveau pour moi. Et aussi, c'était important parce que le taekwondo aujourd'hui était considéré comme un sport mineur. Mais moi, je voulais changer les choses et je pense que je l'ai fait et je suis très content. Et voilà. Mais juste savoir, tu l'as fait par passion ou c'est venu comme ça à toi? À la base, je l'ai fait, je le dis tout le temps, je l'ai fait par rapport à mon père. Et au fur et à mesure, c'est devenu une passion, c'est devenu un boulot et voilà. Ouais. La première fois au taekwondo, c'est quand, c'est où, comment ça se passe? Le premier contact? Le premier contact, c'était à Boaké. J'ai commencé d'abord par le karaté. J'étais très avancé au karaté et quand mon père a été affecté à Abidjan en 2000, que voilà, je devais continuer. Donc il m'a mis dans son école, il y avait un maître de taekwondo, donc il m'a mis dans ce club pour me permettre de continuer. Ouais. Alors, dans beaucoup de sports et beaucoup de grands champions, on a souvent ce recul d'analyse du physique. Ça a été beaucoup dit il y a quelques années, par exemple pour Usain Bolt, où on a même calculé son enjambé, la taille, des pieds, des bras, machin et tout. Est-ce que toi, tu as l'impression que ton physique t'a desservi ou a été utile justement dans le développement de ta carrière? Et puis, est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas toujours eu un tonton qui vient et qui dit « Non, mais il n'y a pas un autre sport là dans lequel tu as peut-être mieux t'encadrer » ? Non, au taekwondo, on utilise beaucoup les jambes. Donc, je pense que je ne suis pas petit. Hein. Donc, ça m'a bien évidemment servi. Et la deuxième question, c'était... Ouais, un autre sport qui peut-être aurait plus cadré avec ton physique ou quoi? Même pas forcément un tonton. Hein. Moi-même, je faisais aussi du football. Et donc, j'étais entre le football et le taekwondo. Et finalement, c'est le taekwondo qui m'a adopté. Voilà. Quel poste au football? Parce que... Je joue au milieu de terrain. C'est un maestro. C'est Zokora, un maestro. Je viens 6. Ah, Yaya Touré, Zokora, tout ça là. Ah bon, hein? Excuse-moi. Il a raison. Peut-être Zokora, il ne faut pas chercher à savoir des choses. Hein? Zokora? Autant pour moi. Je ne connais pas bien Zokora. Mais qui est Juan Anthony Ramos pour vous? Juan Antonio Ramos. Ouais. Ah non, c'est mon entraîneur. Tu sais, vous savez, après les Jeux de Rio, j'ai quitté Abidjan. Ouais. Et donc, quand j'ai quitté Abidjan, je me suis retrouvé en Espagne avec ce coach qui est en même temps mon coach, mais aussi mon ami et mon conseiller. Et voilà, on a continué la voie ensemble. C'était celle de continuer à inspirer, continuer à demeurer champion. Et donc, il m'a beaucoup aidé. Et donc, on a gagné le championnat du monde ensemble, les Jeux olympiques à Paris et beaucoup de compétitions ensemble. Non, tu parles bien espagnol, hermano. Claro que sí. Me excusez. Seguro, me gusta mucho hablar español contigo. Sí, me gusta también. Encantado. Es una lengua muy fácil. buenísima y muy fácil también. Gracias. Bon, question, next. On s'applaudit. Elle boit, il veut mourir. Non, en fait, il est content avec le charme. Pas... Anglais, espagnol, c'est facile. Hein? Tiens, moi aussi, je peux parler. Faut laisser. OK. C'est des questions. Mais ta première victoire, je veux savoir, quel effet ça t'a donné? Quel pouce? Non, ma première victoire, c'était en 2013, à Abidjan en plus, ma première compétition internationale. Ça m'a beaucoup boosté parce que j'ai beaucoup travaillé pour cette compétition. Et voilà, je l'ai clôturé, cette compétition, par une victoire et ça m'a encouragé à
Ça m'a permis de savoir que tout le travail que j'ai fait peut aboutir, peut me donner un résultat et j'étais très content et j'ai continué. J'ai aussi perdu, hein. Après ça, j'ai gagné, j'ai perdu, mais bon, vous savez, la défaite en sport, c'est pas une fait en soi et donc j'ai continué et puis jusqu'à ce qu'on arrive là. Ouais. Ok, au Brésil, en 2016, champion d'or, médaille d'or. Champion olympique. Ouais, olympique. À Paris, médaille de bronze. De bronze. Et comment on juge ça, cette performance-là? Non, mais il faut dire, c'est ce que je dis tout le temps, être déjà aux Jeux olympiques, c'est pas donné. C'est énorme. Vous savez, la première médaille olympique de la Côte d'Ivoire, c'était Gabriel Thiako en 1980. Et on a attendu 40 ans après pour avoir une médaille aux Jeux olympiques à Rio, en 2016. Non, non, je viens par rapport à ta question. Et donc, déjà, cette médaille de bronze à Paris, c'est la seule et unique de l'Afrique de l'Ouest francophone. Ouais. Donc, voilà, c'est pas petit, c'est quelque chose de grandiose. Et dans ma carrière, je fais 2 médailles olympiques. C'est pas donné, hein. C'est énorme, hein. En même temps, pour revenir sur Paris, c'est que tu arrives en étant, je dirais peut-être l'homme à battre, dans la catégorie, tout et tout. Et puis, il y a ce combat face aux Marocains. Yeah. Alors, comment on s'est senti c'était un Marocain, le premier... à Paris? À Paris. Comment ça se passe? À Paris, c'était contre Marocain. Je n'ai pas compris la question. Non. Cette défaite-là, parce qu'il y a eu une première défaite là. Oui, contre le Britannique. Le Britannique, voilà. Comment on se remet? C'est assez difficile. En plus, je pars à Paris en tant que porte-drapeau de la Côte d'Ivoire. Et toute l'équipe de la team ivoirienne a perdu. Donc, j'étais le seul. C'était difficile, mais bon, voilà, il y avait toujours une chance, la médaille de bronze. Et donc, c'est pour ça que c'est très important. J'ai parlé de Juan Antonio Ramos, mes entraîneurs, mon docteur Langba. C'est des personnes qu'il faut avoir à côté pour te rebooster, pour te parler, pour te dire c'est pas terminé. Mon épouse, mon fils. Et donc, voilà, je me suis remis vite dans le bain parce qu'il y avait quelque chose à jouer pour la médaille de bronze. Et je suis allé, je l'ai fait. J'étais très content pour le pays, pour moi et pour toute ma famille. Alors, tu dis le fils, donc on sent bien évidemment l'impact et l'importance de toute la famille. Généralement, quand il y a un sportif dans une famille, ceux qui viennent derrière essayent de suivre le même chemin. Il y a des futurs... à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Des petits neveux que tu es en train de préparer sur le côté, hein? Non, j'ai même mes petits frères qui font du taekwondo, mais bon, ils commencent après, ils arrêtent. Mon fils, j'aimerais bien qu'il fasse du football, mais bon... Tout dépendra de lui. Et avec ma fondation aussi, pas forcément des cousins, mais on essaie d'aider des jeunes, de découvrir des jeunes, les guider, faire de la détection, les accompagner. Et voilà. Mais moi, je sais que en Côte d'Ivoire, comme ça, pour les Jeux mondiaux, là, je veux savoir, est-ce que la fédération t'accompagne pour cet événement-là? Ah ouais, non. Je dis merci au président Alassane Ouattara, qui m'a toujours accompagné. Près de 8 ans, je suis très accompagné, je m'entraîne dans de bonnes conditions et je pense que c'est sans cette aide-là, je ne serais pas là, je ne serais pas à ce niveau-là. Donc le gouvernement ivoirien, le ministre des Sports, Begré Mambé, le ministre délégué, Silas Metch, la Fédération ivoirienne de taekwondo, je suis très accompagné et je suis très content de ça. Ouais. Ok, là on a parlé de Juan Antonio Ramos. Et Ramos, c'est Brigitte, c'est ça? C'est quoi? C'est le club, c'est l'élite du... Alors je m'entraîne en Espagne. Dans le club Élite et Brigitte. Okay. Non, je me trompe. Le club Ramos et Brigitte. Okay. Ramos, c'est le mari. Brigitte, c'est la femme. Ramos, il est double champion du monde avec l'équipe d'Espagne, mais à la fin de sa carrière, il a ouvert un club. Son épouse, c'est Brigitte. C'est payant? Oui. Pour être dans le centre, il faut payer. Son épouse, elle est double médaillée du monde aussi. Et donc, ils se sont associés pour faire un centre de haut niveau où on s'entraîne dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup. Ici, il y a un slogan. Le diable, c'est un quoi? On marque les pauses pour la pub. Sur les 3, on s'enjaille. Playlist Ivoire. Aujourd'hui, là, je vais sortir la face. Malgré les épreuves, tu manges la vie. Playlist Afrique. Hey, Boula. Playlist Inter. To the unknown. Cagoulé pendant le plafond.
Renouez avec tous vos... J'ai fait une passe là, mon pote, et boit, en jour, c'est pour toi. Oui, depuis le milieu défensif, là, je reçois sur le côté. Je vais essayer de déborder pour voir où je peux arriver avec la balle et surtout permettre à notre invité de vivre quand même un moment assez intéressant. On va faire venir une personne ici. Voilà, si je me tourne comme ça pour voir si on est bon, on va demander à notre chef plateau de nous envoyer quelqu'un. Hein? On a décidé de faire une petite surprise à notre invité. Notre champion. Voilà. Notre champion. Voilà. Ben, on s'est parlé tout à l'heure. Alors, Non, mais comment vous allez? il faut, Oli, il faut prendre le micro de Oli et puis mettre. Voilà, mettre. Non, mettre ici. Il faut prendre le micro. Alors, il faut se mettre à côté de Maestro là-bas. Voilà. Venez à côté de Maestro. Hein. Voilà. Venez à côté de lui pour qu'on puisse bien vous voir. Ah ouais, maître. Bonsoir, maître. Alors, si c'est. Oui. Présentez-nous le monsieur. Ah ouais. Non, mais c'est mon père, c'est mon maître, c'est mon ami, c'est mon confident, c'est. Voilà. Voilà, c'est mon tout. Il s'appelle comment? Ah, maître Clague Christian, bien sûr. Oui. Voilà. Vous savez, en fait, nos parents nous mettent au monde, mais voilà, l'éducation aussi souvent se fait à l'extérieur. Et c'est une personne qui m'a beaucoup accompagné, qui nous a guidés, il nous a guidés, il nous a donné beaucoup de conseils. Et voilà, donc, on ne s'est pas quitté, on ne se quitte pas, on est ensemble. Ouais. Comment se fait la première rencontre entre vous deux? La toute première, première fois. Ok, merci bien. Je pense que c'est une occasion quand même pour dire que c'est une satisfaction pour moi de le voir à ce niveau. La toute première rencontre, sportivement, c'était grâce à son papa, son père. Voilà. Donc son père était directeur de l'établissement dans lequel on dispense les cours de taekwondo. Donc c'est comme ça qu'il nous l'a présenté. Quand il est arrivé, là, il était comment? Voilà, ses points faibles. Parce que nous, les médailles, on les a vues. Les points faibles. Voilà, c'est bon. Ok, merci bien. Ben, les points faibles, bon, en fait, il n'a pas changé. Hein, il faut donner les points faibles au lieu de Oui, il n'a pas changé. Ouais, il n'a pas changé. Il a tout gagné. Yeah, Los Angeles. Ça, c'est vrai. Ben, il n'a pas changé. C'est le taquin, c'est lui qui crée un peu l'ambiance, à gauche, à droite, tire un peu. Bon, en tout cas, c'est... C'est lui qui faisait le voyeur là-bas. Il foutait un peu de... Il foutait le trouble. Hugo, voilà. Non, Oli, lui, ne peut pas poser question. On a arraché son micro. Oui, c'est vraiment... On sent de la complicité, beaucoup, bien évidemment, d'affection même, je dirais. Est-ce que ça a vraiment toujours été comme ça? Parce qu'on est tous sportifs ici autour de la table et souvent, celui qui est notre formateur n'est pas toujours très, on va dire, très... Non, il n'est pas très gentil au début. Donc la question, c'est peut-être même plus pour toi. Il était sympa ou c'était vraiment, comme on le dit, une terreur? Non, mais maître, c'est faire la part des choses. Quand on a l'entraînement, il faut s'entraîner, mais par contre, quand on est dehors, c'est un père, c'est un ami, et donc il a toujours été comme ça, bien, et voilà. Alors, la petite histoire, quand Salif m'a rejoint tout à l'heure vers 10h, bon, pour qu'il soit là, on a pris rendez-vous, et à 15h, il m'appelle, il dit « Ah, maître, bon, est-ce que tu peux m'accompagner à l'O3 ?» Ouais, c'est ça. Il dit « Ah non, je suis fatigué, je ne peux pas. » Ah, lui-même, il avait demandé, hein? Si, j'ai demandé à ce qu'il m'accompagne. Il dit « Non, je suis fatigué, je ne peux pas. » Bon, ben, en fait, comme c'était déjà calé. Ah, d'accord. C'est pour dire qu'on est régulièrement en contact. Alors, vous qui l'avez suivi depuis le début, il a expliqué que sa première réelle compétition, c'était en 2013, je me rappelle, la Coupe du monde de taekwondo par équipe, c'était ici à Abidjan. Vous, le voyant dans l'équipe ivoirienne, qu'est-ce que ça vous a fait en tant que formateur? Non, mais je n'étais pas surpris, je ne suis pas surpris. Je savais qu'il avait du talent. Avant 2013, déjà, il avait été sélectionné en équipe nationale. En 2012, pour un voyage à Madagascar. Bon, il a choisi, il a fait un choix, il voulait aller en vacances à Boaké, trouver ses amis, tout ça. Donc, il a décliné l'offre. Et en 2013,
la Coupe du Monde se joue en Côte d'Ivoire. Et là, il rentre en équipe nationale à l'entraînement, le training. Et dans le training, il fallait retenir les 5 tireurs entrants. Et parmi les 5 tireurs, il doit porter le placement numéro 4. Et la Côte d'Ivoire est dans une poule quand même un peu difficile. Il y avait Nigeria, États-Unis et tout ça. Bon, voilà, et le public découvre quelqu'un. Chaque fois qu'il rentre au placement numéro 4, les points là, ça augmente. On dit, ben, c'est qui? Ah non, c'est le petit Cissé, Polozo, Koumassio. Bon, voilà comment c'est parti. Oui, Polozo. Polozo, le merveilleux. Et chaque fois qu'il rentrait, bon, mais la Côte d'Ivoire revenait au score, soit on prenait l'avance. Et puis bon, mais ils ont fait une bonne prestation. Ils sont tombés devant le Mexique, je crois, en finale. En finale, ils ont été vice-champions du monde. Bon, voilà comment c'est parti. Donc après ça, les voyages se sont enchaînés, les victoires. Bon, c'est parti comme ça jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc vraiment, il y a eu du chemin. La plus belle victoire que vous retenez de votre élève? Ah, la plus belle victoire. Celle qui vous a marqué le plus. Quand on vous pose la question, tout de suite, la première des choses qui viennent à l'esprit. Alors, ben, je vais citer 2. D'accord, 2. Alors, on accepte 2, même 3. Alors, il y a Moscou, son premier Grand Prix. Il avait un choix à faire entre les études et la compétition. Il devait venir composer pour le BTS. Bon, il fallait être à Moscou aussi. Et il fait le choix de la participation à Moscou. Il revient avec une médaille d'or. Au Grand Prix, ça, c'est sa première grande médaille sur le plan international. Ça, c'est de 1. Vraiment, ça a épaté tout le monde. Avant lui, il y avait déjà un projet olympique qui était là. Et lui, il sort du néant, il a une médaille sur le plan international. Vraiment, c'était grandiose. Donc ça, c'est de 1. De 2, avant Rio. Alors, on était dans un petit groupe de 5 personnes. Ses amis, on l'a accompagné à l'aéroport. Un groupe très restreint. Et avant d'embarquer, je le prends de côté. Je dis, bah, écoute, là, regarde l'aéroport. C'est vide, hein? Il dit, ouais, c'est vide. Je dis, ah, d'accord. Imagine un peu, après Rio, tu fais une médaille d'or, mais tu penses que c'est ça, là? Mais ce sera bondé de monde. Il dit, ah oui, d'accord. Donc, il faut rêver. Il faut que tu reviennes à la médaille d'or. Bon, on a prophétisé, sans savoir que vraiment c'était une prophétie qui s'est réalisée. Et là, vraiment, ça nous a fait chaud au cœur. Imaginez un peu, à 1h du matin, 2h du matin, les résultats tombent. Dans les 30 minutes, en tout cas, vraiment, chez moi, c'était envahi tout le quartier. Alors, l'instant où il décroche la médaille, oui. Vous avez suivi ça en direct? En direct, bien sûr. Alors, l'instant où il décroche la médaille, quelle a été votre première réaction? Bon, en fait, la réaction, il y a eu, je ne sais pas si c'est le réseau ou bien une coupure de courant. Dans les derniers instants, là, on n'a pas bon, on dit, bon, écoutez, une médaille d'argent, bon, c'est bien, tu as pas fait. Il était devancé un peu là? Non, il était très devancé, de 7 points d'écart, déjà à moins d'une minute de la fin. La résilience, il était à 2 points, à 1-2 secondes, et puis bon, voilà, une technique qui sort, bon, une technique supérieure qui vraiment... Voilà. Merci bien. Une technique, donc vraiment, les dernières secondes là, bon, je ne sais pas si c'est le réseau, mais on a perdu, puis on dit, bon, mais d'accord, on se contente de la médaille d'argent, et puis, on m'appelle, il a son ami là qui m'appelle, dit, ah, Polozo a gagné. Polozo est champion, il est champion olympique. Mais comment? Mais comment ça? On dit non, mais il a. Ah. Donc voilà comment c'est parti. Ouais. Vraiment, c'était émouvant. Donc, moi, j'ai dit à chacun un grand merci parce que en tant que sportif, c'est important la gratitude. Ouais. Parce que moi, j'ai connu ces formateurs, j'ai dit, tu es aujourd'hui avec nous. On doit savoir pour ces projets qu'il a en vue. Est-ce que tu participes à ces projets, peut-être construire une école de taekwondo en Côte d'Ivoire? Ben, les projets. Ça est là. Je pense qu'il faut évaluer étape par étape, évoluer étape par étape, je dis bien. Bon, il a des projets, il y a la fondation qui fait un travail sur le terrain. Bon, lui-même, il a des projets personnels. Bon, on essaie de coacher un peu dans certains sens, mais je pense qu'il a quand même des grands projets pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, maître. Bravo. Merci beaucoup, maître Traoré, pour votre passage. Merci encore, champion. Aiglé. Merci. Il ne s'est pas fait. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup, maître, pour votre passage. Voilà.
C'était Maître Kragbe, hein, le maître, celui même qui a... Le père, l'ami, le confident. Le père qui a commencé avec Cissé. Alors, Cissé, on va aborder un autre sujet, les études. C'est vrai qu'il a évoqué, le maître Kragbe a évoqué ce choix-là entre la compétition et votre participation au BTS. Ensuite, on a vu que, bon, voilà, après les médailles, Cissé a décidé de retourner à l'école. Ouais. Comment ça se passe à ce niveau-là? Non, mais c'est le conseil que je donne à tous mes jeunes frères. Voilà, on ne peut aller nulle part sans instruction, sans les études. Je prends l'exemple de mon grand frère aujourd'hui qui est devant un plateau. Je suis très fier de le voir ici. Il a eu un minimum d'aller à l'école avant de pouvoir faire ça. Et donc, la carrière d'un athlète, elle est très courte. Je pense que quand on fait les études, on a le choix après de pouvoir choisir le domaine dans lequel on veut exercer. Donc, moi, c'était très important pour moi, après tout ce que j'ai gagné dans mon sport, de chercher à m'instruire. Et je continue en plus. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que cette formation-là, tu l'accès déjà un peu sportivement? Est-ce que c'est une formation professionnelle qui a déjà un regard sur le sport? Oui, bien évidemment. Parce qu'aujourd'hui, je suis... C'est un MBA en stratégie de développement d'entreprise parce que j'ai pour objectif d'ouvrir mon entreprise. Mais bon, actuellement, on y travaille. Et axé sur le sport aussi. Le sport, j'ai fait des certificats dans le sport. Et donc, tout ça mélangé, je pense que ça peut donner quelque chose pour le truc. Bravo. Voilà, on va profiter de ce qu'il a dit et surtout de l'entreprise, parce qu'on aura beaucoup de questions, notamment par rapport à ces études. On reviendra là-dessus, ne vous en faites pas. On a beaucoup de questions à poser. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à ce qui fait le buzz au niveau de notre Boroli de quartier. Alors, aujourd'hui, notre Boroli nous emmène en Angola. En Angola, où se déroule l'Afrobasket masculin. On sait que la Côte d'Ivoire est qualifiée pour les quarts de finale après sa victoire 60 qualifiés. C'est vraiment énorme et je souhaite qu'on ovationne ici Solo Diabaté, on rappelle, à qui nos envoyés spéciaux du côté de l'Angola ont tendu le micro. On l'écoute et puis on revient. Moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je peux faire. Et aussi, je n'ai pas peur aussi d'assumer les responsabilités parce que quand on a confiance et quand on joue les matchs super importants, à un moment donné, il faudra prendre des risques et puis il faudra aussi assumer des responsabilités. Ça peut aller dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et voilà, moi, je n'ai pas peur de prendre ça et voilà, je pense que c'est aussi ce qui me caractérise. Il a pris ses responsabilités dans ce match face à la RDC, match qui nous qualifie pour les quarts de finale. Et on espère qu'il prendra aussi ses responsabilités, puisqu'en quart de finale, on rencontre le Mali. Alors, après la qualification du Mali, puisque le Mali s'est qualifié face à la Guinée, il y a de cela quelques instants avant, bien sûr, qu'on ne vienne sur le plateau, on a vu quand même quelques réactions sur les réseaux sociaux où certains Ivoiriens ont dit, c'est vrai, vous pouvez ne pas les remporter. Mais le Mali, là, il faut qu'on les batte. Voilà, ça a été un peu la petite note d'humour en ce qui concerne l'Afrobasket surtout. Ce qu'on avait à dire à ce niveau, c'est pas terminé. On continue notre Boroli cette fois-ci avec la rentrée des classes au niveau de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, où vous avez pu suivre quelques rencontres sur nos antennes. On va profiter pour donner les différents résultats de cette première journée avec le match nul entre le COK et l'équipe du Stade d'Abidjan 1-1. Il y a eu aussi le FC San Pedro qui s'est imposé face à Sol FC 2-0. La SOA et le Racing ont eu le même score 0-0. Et puis Moune FC a été tenu en échec par Oza 1-0 puisque c'est l'équipe d'Alépé qui recevait. L'US Thiologo, match que vous avez pu suivre sur nos antennes face à la SEC. Mimosa est tombé à domicile 3-1. La SEC s'est imposée 3-1. Iska à Benjeville a perdu face au Stila. Lafad a battu Zoman 3-0. Et puis Boaké FC face à ES Agboville, le promu a réussi à s'imposer sur les installations de l'équipe de Boaké 1-0. Voilà un peu l'essentiel des informations concernant Boroli de quartier de ce jour. C'est terminé. Merci, Joël. Belle analyse, hein?
Merci aussi pour la victoire de la SEC Mimosa. Non. Notre club. Moi, je parle de tout le monde. Je ne parle pas de la SEC. 3-0. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que... Est-ce que tu suis un peu le basketball? Le basket? Ouais. Non. Pas trop? Ouais, non, pas trop. Ouais. C'est pas tout basket, football. Mais quand même, pour la faux basket, je suis. Ouais. Bon, moi, je pense que si... C'est vrai qu'on est une très belle équipe, mais les derniers 4 ans, on a du mal un peu à se trouver. Non, le troisième carton. Le troisième carton, surtout. Le troisième carton, parce que la difficulté pour l'instant, en ce qui concerne cette équipe ivoirienne, c'est que quand on revient du troisième carton, on a cette difficulté-là. Puisque dans le match face à la RDC, on est reparti à la pause avec 8 points d'avancement. C'était au commentaire du match. Au retour, au troisième carton, les Congolais nous ont infligé un 15-0 en près de 2 minutes. Wow. 15-0 en 2 minutes. Ils nous ont cette différence-là. Et certains spécialistes ont dit que voilà, ils avaient l'impression que la Côte d'Ivoire finissait très bien ses matchs, surtout dans le 4e carton. Oui, mais ça part du fait que l'entraîneur aussi concerne tous les joueurs. Le jeu n'est pas reposé sur un seul groupe. Tout le monde participe. Et ce qui fait que quand on a 12 joueurs qui participent à la fin, ils ne sont pas tous fatigués. Contrairement à certaines équipes qui sont focus sur 6-7 joueurs. Donc, tout le monde joue et ils ont presque tous le même niveau. Je pense que c'est ce qui fait la force, la profondeur du banc des éléphants. Et normalement, ça doit pouvoir nous aider jusqu'à la fin parce qu'on veut revenir avec le trophée. Voilà. Mais tu penses qu'on a une équipe pour aller le plus loin possible dans l'ensemble du tournoi? Bien sûr. Moi, j'ai commenté le match avec le coach Alpha Mané, qui a déjà entraîné l'équipe nationale, surtout chez les dames. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce que, à son avis, la Côte d'Ivoire joue sur sa réelle valeur aujourd'hui? Il m'a dit non, on joue qu'à 40%. Quand il voit les joueurs qui sont là, je dis qu'ils n'ont pas encore donné l'essentiel même de leur talent dans cette compétition. Ce qui veut dire qu'on a la possibilité de monter un régime dans la compétition. Et je pense que c'est le moment. Là, nous sommes au niveau des quarts de finale. Il n'y a plus de calcul à faire. C'est vrai qu'après, je ne souhaite pas s'il y a élimination, il y a les matchs de qualif. Mais je pense que là où nous sommes arrivés, c'est ce moment-là qu'il faut montrer l'étendue, non seulement de l'expérience, du talent, surtout de l'adresse pour pouvoir se qualifier. C'est qui notre bête noire? Notre bête noire, je dirais, dans cette compétition, en ce moment... Non, pas. Je ne saurais le dire comme cela. Il y a vraiment 4 gros leaders aujourd'hui sur la compétition. On va juste espérer, je pense que comme tu l'as dit et comme je pense également Oli partage cet avis, c'est que cette mobilisation se fasse sur tous les matchs et pas seulement sur certaines parties du match. C'est ça. Je pense que la profondeur du banc, c'est important. Mais dans un tournoi comme ça, je pense que la Côte doit marquer le coup dans chaque carton. On a été second du dernier Afro-Basket. Je pense que cette équipe-là, on a une très bonne équipe. Mais il faut avoir l'esprit de tueur. Il faut qu'il reste des assassins du début qu'à la fin, avoir une très bonne défense. C'est vrai qu'au troisième carton, on prend un 15-0. Si on tombe contre une équipe qui est expérimentée, comme le Sénégal... l'Angola ou le Nigeria, ça risque d'être compliqué de remonter un 15-0, c'est pas rien. Donc je pense qu'il y a des trucs à faire en défense et je pense que l'entraîneur le sait, il va travailler en fonction. Okay. Alors pour répondre rapidement à sa question, puisque à parler de bête noire, bon, je ne parlerai pas de bête noire, je parlerai plutôt des grosses nations quand même qui sont aussi favorites comme nous. Il y a d'abord le Nigeria qui s'est qualifié directement pour les quarts de finale et qui va affronter l'équipe du Sénégal, puisque le Sénégal vient de battre le Soudan du Sud. Donc ça sera l'autre quart de finale, Nigeria-Soudan du Sud. La Côte d'Ivoire, en cas de victoire face au Mali, rencontre le vainqueur de Nigeria-Sénégal. Quelle affiche, hein? Et ça sera aussi un autre test. De l'autre côté du tableau, on a l'Angola, qui va jouer peut-être le vainqueur de Cap-Vert-Tunisie. Et puis, on a une autre équipe qui a fait sensation, même si elle doit passer par les éliminatoires, c'est le Cameroun. Donc, quand même, il y a de grosses nations qui sont présentes. La Tunisie, 12 champions en titre, a fait 2 défaites, mais ils vont jouer les éliminatoires. Ce n'est plus l'ogre de 2023, mais quand même, ça reste une équipe assez intéressante. Donc, voilà un peu quand même quelques noms qui aujourd'hui sont un peu à ce niveau-là, au niveau du basketball masculin africain. OK, là, on a parlé du basketball. Maintenant, le football, par rapport au match de la SEC, où les stades sont vides. Je veux savoir quel engouement on doit apporter au championnat ivoirien pour que tous les stades soient remplis comme avant. Parce que pour moi, c'est
je suis émotif à ce débat parce qu'étant joueur, le plus important pour un sportif, il est encouragé pour lui d'être là, il y a du monde qui encourage. Et là, à part que la saison joue, le plus tard, le stade soit vide. Et ça, pour moi, c'est un gros dur pour la Côte d'Ivoire. Tu te rappelles à ton époque comment les stades ils étaient remplis au pays? Je pense que pour faire venir des gens, je pense qu'il faut créer des stars. Il faut créer des événements autour du match. Il ne faudrait pas que ça soit seulement un match de football. Ça doit être un événement. Je prends l'exemple du basketball. Aux États-Unis, quand il y a des matchs de basket, c'est vrai, ils viennent regarder les matchs. Ils viennent aussi regarder des stars. Mais il y a des événements, il y a un show qui se passe. C'est un spectacle. On vient voir le spectacle. C'est juste. C'est ça. Bon, on espère que... Bon, et même recréer de la rivalité. À l'époque, pour prendre le foot ivoirien, quand vous étiez à la SEC et Consort à l'époque, début 2000, vous voyez comment ça était plein. Parce qu'il y avait cette rivalité-là dans le foot ivoirien. Même le Stella, la SEC, l'Africa. Il y avait des matchs qui donnaient envie. Il y avait, comme Cheikh l'a dit, il y avait des stars. On voulait voir telle personne jouer, telle personne jouer, telle personne jouer. Bon, aujourd'hui, je pense que ça manque. Ça manque. Il faut qu'on revienne à ça. Ça reste c'est du sport, mais ça reste du show. Il n'y a plus l'engouement qu'il y avait avant pour aller au stade le dimanche chez ton fils. Il n'y a plus ça passer. Cette passion a diminué. Alors, donc, si on s'en tient sur l'engouement ou peut-être le manque de stars, c'est qu'il y a des clubs en Europe qui ne devraient même pas avoir de supporters. Puisque dans ces clubs-là, rarement on verra des stades, mais des stars plutôt, mais les supporters, ils sont toujours là. Ils payent le abonnement du début jusqu'à la fin. En fait, je pense qu'il y a un problème au niveau, soit de la communication même, et puis aussi au niveau des clubs eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, les clubs ont des bases, des fanbases, des supporters qui les accompagnent. Est-ce qu'ils intéressent les habitants de leur ville à la vie du club? Voilà tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte. Et l'organisation de la compétition, c'est la Ligue professionnelle de football. Est-ce que la Ligue vend au mieux son spectacle auprès de la population? C'est comme un concert. Vous pouvez faire venir, par exemple, je dis n'importe quoi, Chris Brown en Côte d'Ivoire, mais si on ne sait pas, qui ira pour aller pourquoi Chris Brown? Prends un Africain. Bon, 14-20 pour toi. C'est ce que Cheikh disait tout à l'heure. Parce qu'après, ça reste du spectacle. Ça reste du spectacle. Il faut faire du spectacle. Allez, je 14-20 pour toi. Merci beaucoup. Et je pense que ce cri-là va nous envoyer à faire les cartons de TDM. El Hugo. Ouais, les cartons verts. Elle boit. Elle professeur. Alors, rebaptisé depuis le début de la soirée. Nanan Bois, c'est oui. Ah oui, ça j'accepte. Sa Majesté. Non, mais oui. ça le ramène aussi à ces époques du Mexique où du village. Il baroudait dans les quartiers du vieux Mexique. Mais bon, voilà. Écoutez, donc, sans transition aucune, bien évidemment. Donc, ce sont mes cartons de la journée. Alors, on va cartons. Ah oui, on va commencer. Les cartons de la type des maestros. Tout à fait, les cartons. Le diable, c'est quoi? Le diable, c'est toujours un menteur. Mais pas plus menteur que celui du carton rouge. On va commencer très, très fort aujourd'hui. Oui, carton rouge pour le match Liverpool-Bournemouth. Donc, ce week-end, donc en début de match, le joueur a été pris à partie donc, par un supporter qui a été rapidement identifié et évacué par les forces de l'ordre. Alors, le joueur lui-même a très rapidement réagi, mais sur le terrain. Il a mis un doublé, ramenant son équipe à égalité de Liverpool, même si après, en deuxième mi-temps, le match s'est terminé par un 4-2. Alors, il a été énormément accompagné par ses coéquipiers, par le staff, et il y a une enquête officielle donc, qui a été ouverte, justement, pour des sanctions qui seront donc données à ce supporter, qui très probablement ne reverra plus les matchs, si ce n'est que depuis son écran de télévision. Donc, carton rouge pour cet acte qu'on ne veut plus voir. Je vais passer maintenant donc, à un carton jaune. Comme j'ai dit, aujourd'hui, je reste un petit peu sévère. Alors, carton jaune contre les Wallabies d'Afrique du Sud, qui étaient pendant déjà plusieurs mois maintenant leader donc, mondial du rugby pour ce qu'on appelle le World Rugby Ranking et qui ont perdu la tête donc, de ce classement
au profit des All Blacks. Alors, ils ont perdu non seulement cette position, mais ils ont perdu de la plus mauvaise des manières. Il faut savoir qu'ils menaient l'Australie 22-0 et ils ont fini par perdre 38-22. Vous imaginez... 38-0. Enfin, 22-38, oui, ils ont été repris donc, pendant le match. Donc, voilà, non seulement ils perdent même 2 places, hein, puisqu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud se retrouve 3e donc, de ce classement mondial. C'était pour nous, sur le continent africain, la référence en tout cas, et je les invite au travers de ce carton jaune à se reprendre très, très, très rapidement. Hugo, rapidement, l'Afrique, juste les Springboks. Oui, Springboks, pardon, les Wallabies, c'est l'Australie. Merci, c'est l'Australie. Donc, c'est les Springboks, bien évidemment. Petit kangourou, pas vraiment kangourou. Alors, je passe à un carton vert hein, cette fois-ci, parce qu'il faut le dire, il faut le saluer. Un carton vert pour Sébastien Haller. Donc, c'est le warrior, c'est le guerrier, c'est celui qui ne s'éteint jamais, qui ne s'arrête jamais et qui trouve toujours un souffle nouveau. À 31 ans, il vient de s'engager donc pour 1 an à Utrecht, aux Pays-Bas. Donc, il quitte Dortmund pour ce club, vers lequel il avait été prêté donc, et dans lequel ça s'était très bien passé. Donc, il le dit lui-même, il a besoin de retrouver cet état de confiance, cet esprit dans lequel il sent qu'il participe à l'évolution d'une équipe, d'un club. Pendant le mercato, il y a eu d'autres clubs qui l'ont sollicité, mais dans lequel il ne se projetait pas vraiment dans cet état d'esprit d'être utile à l'évolution des clubs. Et je pense qu'il va être utile les 21 et 28 en match de barrage de la Ligue Europa, où son club donc, devra affronter Zrinjski, très compliqué. Ouais, il y a des clubs, non. Il y a 5 voyelles dans le nom, donc c'est un peu difficile, mais en tout cas, en Ligue Europa, tout le monde attend à ce que Haller puisse justement faire la différence. Alors, comme je l'ai dit, j'avais commencé un peu fort, je vais finir un peu fort. Rouge. Un carton très, 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 très rouge pour une situation, allez, un petit peu particulière et un peu compliquée. Donc, l'équipe du Mali féminine U19 qui n'a pas pu participer à la Coupe du Monde en Tchéquie pour des raisons d'obtention de visa. Alors, c'est très anecdotique, ça peut paraître en tout cas très anecdotique, mais c'est très compliqué. Il faut savoir que la République tchèque donc, a indiqué que le Mali, ne disposant pas d'ambassade chez eux, devait adresser les demandes de visa à un autre pays. La fédération dit avoir envoyé les demandes de visa en Espagne. L'Espagne semble ne pas avoir reçu. C'est un imbroglio assez complexe, mais au final, les joueuses n'ont pas participé à la Coupe du Monde. Elles étaient qualifiées pour le groupe C où elles devaient affronter le Brésil, la France et l'Australie. Et elles n'y ont pas joué. Il n'y a que le Cameroun, le continent, qui s'est maintenu. Et finalement, cette Coupe du Monde s'est terminée par la victoire des joueuses américaines. Donc, une situation compliquée pour nos fédérations. Et c'est des choses que nous ne souhaitons pas voir se reproduire. Voilà pour les cartons de la team de Maestro. Wow, t'applaudis. Wow. Et tu as parlé de violence raciste dans le football. Et moi, j'ai vécu ça, moi. Par un joueur de football qui jouait à Fenerbahçe et monté à Trabzon. Il s'appelait Emre Belazoud. Au cours du match, le mec a des propos, mais désagréables à mon égard. Oh, sale noir, négro, singe, va chez toi. J'étais choqué, mais franchement choqué. Et après, on joue le match de retour à domicile, mais je suis entré dans lui, quoi, mais grave. Il a fait un tacle. J'ai fait casser tout en bas, mais malheureusement, il n'est pas arrivé. Il ne l'a pas eu. Il n'a pas eu. J'ai juste pleuré un peu. J'ai cassé ses côtes un peu. Juste pleuré un peu. Parce que pour moi, c'est le sport. Le football, c'est un facteur de paix, de cohésion. Donc, c'est peu pour moi, on ne doit pas hésiter d'un match de football. Même dans le sport. Dans n'importe quel sport. Tu es déjà victime de ça? Toi, Non, là-bas. Mais Olissi, il m'a dit ça un jour à Ouaga. C'est vrai? Dès quoi, si tu ne veux pas quoi. C'est quand même passé. Ça va très vite. Mais tu sais, pour l'anecdote, c'est que bizarrement, dans les arts martiaux et les sports de combat, la plupart du temps, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Ah, ça non, c'est pas forcément pour ça. Je pense que c'est à cause de notre discipline, de la discipline au fait de la façon dont tous les athlètes, on sait ce qu'on vit, on sait ce que chacun vit, tu vois. Et l'école des arts martiaux, c'est sur le respect, l'acceptation des autres. Et donc, je pense que les gens, ils font attention. Pas ça là-bas. Le football, c'est le football. Je ne vais pas critiquer. Mais on n'a pas les mêmes disciplines. Tu
as parlé de ta fondation. Je veux savoir, vraiment, on t'encourage, c'est important d'aider son prochain, autrui, et toi, tu le fais bien. Et ça consiste à quoi, cette fondation? Alors, on est dans la détection des talents, l'accompagnement aussi des talents. Voilà, on fait un sport mineur. Le taekwondo, c'est un sport mineur. Le karaté, ce sont des sports mineurs. Et donc, la fondation est là aussi pour les accompagner. Quand j'étais jeune, je m'entraînais à même le sol. Sans équipement, mais j'ai pu arriver à ce niveau-là. Je pense qu'avec un peu d'accompagnement, voilà, on pourra en sortir plusieurs chèques ici. Donc, c'est un peu pourquoi on fait tout ce qu'on fait. Plusieurs chèques ici. Ouais. Alors, là, tu parles de détection, de créer de nouveaux chèques ici. Ouais. C'est quoi l'ambition derrière? Non, l'ambition, c'est de partager mon expérience, c'est d'aider. Voilà, quand j'étais plus jeune, je n'ai pas eu forcément des mécènes pour m'accompagner à avancer. Donc, pour moi, c'est important, avec toute l'expérience que j'ai pu acquérir dans ma carrière, je pense que c'est important d'aider des jeunes sans forcément attendre un retour. Donc, mais là, tu n'as pas encore terminé. Oui. Est-ce que, bon, déjà, il y a les JO de Los Angeles. Est-ce que tu y seras? Si oui, est-ce que ça ne bouscule pas un peu cette préparation, la fondation, détection et puis compétition? Non, c'est vrai que voilà, la fondation, c'est beaucoup de boulot, mais comme le maître Christian était là, il y a une grosse équipe qui m'accompagne. Ça ne bouscule pas. Actuellement, je suis en vacances, je prends le temps pour m'occuper de la fondation. Quand je rentre, je suis là pour le travail. Et même, je n'ai pas besoin d'être sur place pour faire certaines choses. Et voilà, quoi. OK. Alors, rapidement. Vas-y. Vous êtes tu as voilà, les études, tu as eu ce diplôme de management des entreprises. Tu as parlé de créer une entreprise, mais derrière tout ça, allons cas sur table, derrière tout ça, est-ce qu'il n'y a pas une ambition fédérale derrière? Fédérale? Non. La fédération des taekwondo? Oui, si. Pas forcément. Pas forcément, je suis encore athlète. Mon objectif, c'est d'accompagner, parce que je pense que j'ai beaucoup acquis sur le terrain et c'est d'accompagner, pas forcément fédéral. Si je peux apporter quelque chose aussi à la fédération, c'est avec plaisir que je le ferai, mais il n'y a pas forcément une ambition derrière. Est-ce qu'un jour, si c'est Cheikh Salah ne voudra pas être président de la fédération? Un jour. Pourquoi pas? Ou peut-être dans les pas? C'est possible, mais pour l'heure, ce n'est pas un objectif. Ce n'est pas un objectif principal. Mais c'est possible. C'est possible, on ne sait-on jamais, mais ce n'est pas l'objectif. Actuellement, je suis concentré sur les Jeux de Los Angeles et on verra ce que ça va donner. Ouais. Ah, moi, j'ai cru que Cheikh Salah voulait être candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Ce n'est pas le poste d'être président, c'est qui m'intéresse. Je peux apporter, même si je suis secrétaire, je suis entraîneur, peu importe que j'apporte, c'est le plus important. Donc, mais si on te donne un poste là-bas, tu prends. Mais toi, tu veux quoi? Il dit non, il dit peut-être. Il dit peut-être. Peut-être, c'est déjà bon, peut-être, il l'envisage, pas maintenant. C'est possible, c'est possible. Les prochaines élections, c'est en 2016, en 2026. Moi, je suis concentré sur les Jeux Olympiques de 2028. Peut-être 2030, on ne sait jamais, mais de toute façon, OK. On sait jamais. Donc peut-être 2030. Comment tu te positionnes aujourd'hui avec les doyens? Tu es dans une discipline où l'âge a son importance parce que vous progressez en termes de ceinture, en termes d'obtention de grade, et pas forcément ce côté compétitif international qui est aujourd'hui est en ta faveur. Comment, toi, avec cette aura-là que tu as aujourd'hui, comment tu arrives à collaborer avec ceux qui ont peut-être plus de ceinture, mais moins d'impact, on va dire? Comment ça se passe avec eux? Ah, vous savez que les sports de combat, c'est une éducation. C'est, comment dire, les sports de combat, c'est une culture, c'est le respect des grands, le respect des doyens. Et donc, ça se passe bien. J'ai de très bonnes relations avec tous les présidents de fédérations qui sont passés, tous les grands maîtres. Et vous pouvez aussi voir, même à l'événement qui passe actuellement, ils étaient tous présents. Et voilà, on cohabite ensemble et tout se passe bien. Demain, toi, si tu conseilles un grand maître, il t'écoute? Oui. Je peux donner des conseils, mais il y a la manière aussi. Il y a la manière aussi. C'est bien pris de toute façon parce que aussi j'ai des prérequis. Je pense que voilà, je suis en capacité de pouvoir conseiller quelqu'un par rapport à tout ce que j'ai pu faire sur le plan international et voilà. OK, tu as bien parlé, beau parler. Je veux savoir, après ta carrière de taekwondo, qu'est-ce que toi, Cheikh, tu aimerais faire?
Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que je suis fonctionnaire de l'État du Côte d'Ivoire. J'ai fait l'Institut national de la jeunesse et des sports. Donc, je suis fonctionnaire au ministère des Sports, mais j'ai la chance de pouvoir pratiquer mon sport sans forcément être embêté par le ministère des Sports. J'ai pour objectif de contribuer à la diplomatie sportive. Donc, voilà. La diplomatie sportive. Il va avoir un passeport de service. Non. C'est un ambassadeur. Non, il taquine. Ouais. Collègue, on est collègues. Hein? Ah, normal. Moi, je suis ambassadeur de l'Office du service civique national. Ah ouais. Donc, entre collègues. Hombre, quel grand joueur. Oli, il est là. Vous devez commencer. Il a peur. Non, c'est le vieux père. Il a peur. C'est pas du tout. Mais est-ce que tu es motivé comme avant? Avec cette médaille-là, toi, champion d'Afrique, mondial, Rio, est-ce qu'il y a encore cette envie-là de pouvoir se surpasser? Est-ce que tu as fait encore comme avant? À Boaké, tu venais là. C'est vrai que c'est assez difficile, mais tu sais, je représente la Côte d'Ivoire. Et voilà, représenter la Côte d'Ivoire, c'est tout un honneur. Et les Ivoiriens, on sait comment ils sont assez... Est-ce que pour toi, c'est un poids? C'est pas un poids, parce que ce que je fais, j'adore ce que je fais. Mon sport, c'est ma passion, c'est ma vie. Donc, à chaque fois que je m'entraîne, je prends du plaisir. Et donc, c'est pas vraiment un poids. Je suis toujours content d'être sur l'aire de combat, combattre, représenter le pays. Voilà, représenter le pays. Ouais. Mais est-ce qu'au niveau de la progression, je peux dire, il y a quoi encore chez toi à améliorer? Alors, la progression, qu'est-ce qu'il y a à améliorer? C'est assez compliqué, hein, parce que quand tu gagnes tout comme ça dans ton sport... Je l'ai dit. C'est assez compliqué. Je sais pas, ça va. Et puis, ce qui est bien, toi, tu es élégant sur le truc là. Tu vois, je ne sais pas comment tu fais. Non, il est stylé. Il est stylé. Polo, tu es élégant, tu es papa. Non, c'est bien. Non, mais... Il va comment? Papa. Le diable, c'est un quoi? Un menteur. Le diable, c'est un quoi? C'est un menteur. Toujours là. Jamais Tokas Boy. Merci à Polo d'être venu là. Merci à Henri-Joël Elbois, un professeur Oli la machine, la type de maître, le 153 sélection. Le diable, il peut rien créer. Aigle, toujours en l'air. J'aime pas tes Tokas Boy. Yes.